Salut Pierre, content de te retrouver dans cette rubrique du Data Sommelier. On avait fait une première tentative il y a quelques semaines, mais tu étais très très loin de la France, tu étais à Jakarta et à l'hôtel et le son, j'avoue, était pas super bon. Donc voilà, on a décidé de reprendre la session, de faire un petit peu plus court pour parler de NiFi ou NiFi, de l'actualité de la plateforme, de la solution, des nouvelles features qui s'annoncent dans la version 2.0. Voilà, écoute, merci Pierre d'avoir accepté cette interview pour la communauté data. Mais merci Stéphane, oui, effectivement, on va espérer que cette fois-ci tout se passe bien, que ma connexion internet est bonne, que le son est bon, et on va essayer effectivement de couvrir NiFi 2.0 qui arrive à grands pas. Donc merci pour l'invitation. Une petite présentation rapide. Donc moi je suis Pierre Villard. Je suis investi dans le projet Apache NiFi depuis 8-9 ans, je dirais maintenant. Donc je suis committeur et membre PMC du projet côté Apache. Et ensuite, je travaille chez Cloudera en tant que product manager pour tous les produits qui sont basés sur Apache NiFi chez Cloudera. Donc voilà. Après, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de vidéos sur NiFi. J'ai un blog sur lequel je partage pas mal de choses, même si j'ai pas beaucoup trouvé de temps pour faire de nouveaux articles récemment. Mais je vais tâcher de corriger ça. Mais sinon, sur la chaîne YouTube, j'essaye de produire des vidéos assez régulièrement. Ok. Bon, bah c'est parti. Alors, une petite introduction sur Apache NiFi. Initialement, ça a été créé à la NSA par un groupe de développeurs à la NSA qui voulaient développer une solution générique pour déplacer de la donnée. Hein, on peut imaginer que la NSA est le genre on va dire, d'entité qui a beaucoup de données à traiter et à collecter. Donc, ça a été créé là-bas. Le nom NiFi vient du jeu de mots Niagara Files, le jeu de mots avec les chutes du Niagara. Et ça a été donné à la communauté Apache, à la fondation Apache en novembre 2014. Et c'est devenu ensuite assez rapidement, quelques mois plus tard, en 2015, un top level projet côté Apache. Donc ça veut dire que ça bénéficie de tous les avantages qu'un projet Apache peut avoir au sein de la fondation. Ok. Bon, qu'est-ce que NiFi? Pourquoi on l'utilise? C'est une question assez fréquente que je peux avoir. Donc, il y aurait énormément à dire et très très souvent j'ai la question est-ce que NiFi est un ETL? C'est un point de comparaison assez fréquent. Donc d'ores et déjà pour répondre à cette question, non, NiFi n'est pas un ETL. Il y a un overlap très important avec les ETL classiques, mais NiFi n'est pas un ETL. On pourrait plus dire que c'est un ELT dans le sens où s'il y a des transformations importantes à faire sur les données, ce sera plus quelque chose qu'on va déléguer au système downstream dans lequel la donnée est envoyée. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que NiFi? NiFi, c'est vraiment, on va dire, une gateway universelle pour acquérir la donnée, la mettre à disposition des systèmes où le processing, où la donnée est nécessaire pour les use cases autour de la donnée. Et lorsque cette donnée est collectée et mise à disposition, il peut y avoir effectivement des transformations qui vont être faites. Ça peut être transformation de format, compression, décompression, chiffrement, déchiffrement, tout ce qui est GDPR et compagnie. Il y a pas mal d'exigences sur chiffrer certains aspects de la donnée, etc. Les autres aspects importants à garder en tête avec NiFi, c'est que NiFi est totalement agnostique sur le type de données. Ça peut être du structuré, du non structuré. On peut avoir NiFi utilisé pour de la collection de logs comme déplacer des fichiers d'images satellites, par exemple. Donc, rien à voir. Et pareil, même exemple, on peut avoir des données qui sont extrêmement petites avec énormément de throughput, énormément de messages par seconde. Donc, typiquement du log, de l'IoT, tout ce genre de choses. Et sur l'autre, on va dire, l'autre côté de cet éventail, on peut avoir des très gros fichiers individuels tels que des images satellites, etc. Donc, c'est vraiment là où NiFi veut briller, dans le sens où NiFi sera totalement agnostique sur les formats, sur la taille, sur le volume, etc.
et veut se connecter à tous les systèmes, gérer toutes les données et les mettre à disposition des systèmes downstream sur lesquels voilà, le use case va se baser. Ok, donc on est plus en mode streaming, plus sur des points de EL, extraction, chargement. Ouais. Ouais. Alors, streaming, oui et non, dans le sens où, alors, NiFi, fondamentalement, d'un point de vue architecture, a été construit dans un mindset streaming, D'accord. clairement. Mais néanmoins, c'est totalement OK de l'utiliser de manière batch. D'accord. Et on voit d'ailleurs, je pense, une répartition 50-50 entre des use cases de streaming tels que tout ce qui est log, etc. et du batch où on va faire de l'offload de serveurs FTP ou de bases de données ou ce genre de choses. D'accord, très bien. Voilà. J'en parlerai un peu plus tard dans un des slides suivants, mais sur ce slide, on voit qu'il y a MiNiFi sur la partie gauche. Donc, c'est un sous-projet du projet Apache NiFi dans lequel on met à disposition des agents MiNiFi. Donc, c'est une version, on va dire, low weight de NiFi. On a deux versions, Java et C++. Et ces agents peuvent être déployés au plus près de là où la donnée est générée afin de mieux s'intégrer avec le use case de manière globale. Donc, MiNiFi peut collecter la donnée et à terme envoyer cette donnée à NiFi ou directement à d'autres systèmes. Mais l'idée est vraiment de collecter la donnée au plus près de là où la donnée est créée, mais aussi de faire d'ores et déjà un pré-processing de cette donnée là où l'agent est installé. Les use cases assez classiques, c'est la bande passante est limitée, donc on veut d'ores et déjà faire un certain tri sur les données qui sont collectées et envoyées sur les systèmes cibles. D'accord, donc c'est un engine léger déployable sur des périphériques, en fait, ou c'est des sources, en fait. Tout à fait, exactement. D'accord, d'accord. Ouais. Ok, alors j'ai ce slide-là, qui est un slide que j'aime bien présenter en temps normal. Alors j'espère que c'est bien visible pour tout le monde. Mais l'idée ici est vraiment de montrer que NiFi est utilisé pour un éventail de cas d'usage vraiment énorme. Alors, c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément dans mon travail, c'est que du coup je peux parler avec un très grand nombre de clients dans des domaines on va dire des domaines très variés. Je crois, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a des chiffres d'analystes assez récents qui parlent de l'usage de NiFi par plus de 5000 entreprises dans le monde. Alors, toutes ne sont pas des clients chez Cloudera, mais ce qu'on peut voir ici sur ce slide, c'est un éventail de use cases que l'on supporte auprès de nos clients chez Cloudera. Ok. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces use cases de manière individuelle, mais on va dire que on a, on va dire, des patterns qu'on peut retrouver auprès d'énormément de compagnies, on va dire, comparables. Donc, tout ce qui est telco, banque, bon, c'est des clients extrêmement classiques. C'est nos plus gros domaines dans lesquels on a des clients. Typiquement, tout ce qui va être collection des données des réseaux, ça va être quelque chose d'assez classique. Tout ce qui va être cybersécurité, détection de fraude, tout ce genre de use case, c'est des choses qui sont extrêmement classiques. On va avoir NiFi qui peut être aussi sur le chemin critique des transactions bancaires. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Aider à tout ce qui est les crédits, le cross-sell. Je cherche mes mots en français parce que des fois, j'ai l'habitude de présenter ce slide en anglais. J'essaie de faire la traduction en français. Mais tout ce qui va être effectivement cross-sell, upsell en temps réel sur, par exemple, du clickstream avec des applications web, c'est des choses assez classiques sur lesquelles NiFi va être impliqué. Après, on a tout ce qui est santé. C'est des choses assez classiques. On a énormément on va dire, d'agences gouvernementales. C'est aussi quelque chose qu'on voit énormément. J'imagine que ça n'est pas totalement étranger au fait qu'initialement, c'était utilisé par la NSA. Ouais. Voilà. C'est des exemples de use case qu'on a.
on en a un peu parlé avant offline, mais s'il y a un besoin de rentrer dans les détails et d'orienter une discussion, on va dire use case en particulier, au plaisir d'être à nouveau invité et de rentrer dans les détails de use case particuliers. Avec plaisir. Bon, ce slide est très vieux et j'aurais probablement dû de le mettre à jour. Je répète ça de manière très fréquente et je le fais jamais, hein, manque de temps. Mais bon, l'idée de ce slide, c'est de dire que NiFi peut se connecter à absolument tous les systèmes, que ce soit upstream, donc les systèmes desquels on veut collecter de la donnée, et downstream, les systèmes dans lesquels on veut pousser la donnée, et mettre à disposition un certain nombre de composants au milieu, entre guillemets, pour agir sur la donnée qui est transportée par NiFi. D'accord. Donc là, ouais. Là, j'imagine que je vois, il y a une palette complète de connecteurs. Donc, je suppose qu'il y a une grande communauté qui développe ses propres connecteurs. Et je suppose qu'il y a certains connecteurs qui méritent une attention particulière par peut-être les corps développeurs qui sont maintenus par justement le core système. C'est un peu ça ou il y a Ouais. des étapes de validation de connecteurs avant de les mettre sur le marché? Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet extrêmement. C'est une très bonne question, c'est un sujet très intéressant. Côté Apache NiFi, on a effectivement énormément de connecteurs. Et avec l'arrivée de NiFi 2.0, on a d'ailleurs fait un nettoyage de printemps où on a supprimé énormément de connecteurs pour lesquels il n'y avait pas forcément on va dire de personnes actives sur la maintenance de ces connecteurs. Et c'était quelque chose qu'on devait supporter et ça rajoutait pas mal de charges de notre côté, dans le sens où pour chacun de nos connecteurs, on est extrêmement vigilant à essayer de rester sur les dernières versions des librairies clientes sur lesquelles on s'appuie pour développer ces connecteurs, afin de toujours être très à jour en termes de CVE, enfin les vulnérabilités sur les aspects sécuritaires de NiFi. C'est vraiment un des points sur lesquels on est extrêmement focus, c'est d'être toujours à jour pour qu'on n'ait aucune vulnérabilité dans NiFi. La raison étant très simple, c'est que NiFi est un framework, comme on peut le voir, qui se connecte à énormément de systèmes. Et donc, de fait, on est extrêmement vigilant à rester sur les dernières versions des connecteurs afin de ne pas introduire de vulnérabilité. D'accord. Donc, de fait, effectivement, il y a un grand nombre de connecteurs qui sont dans NiFi par défaut et qui sont maintenus, etc. Parmi ces connecteurs, il y a un sous-ensemble qui sont inclus par défaut lorsqu'on va sur le site de Apache NiFi et qu'on télécharge NiFi et qu'on le lance. On n'a pas tous les connecteurs qui sont développés de côté communautaire, on n'en a qu'une partie. La raison étant que la fondation Apache nous limite sur la taille du binaire Apache NiFi qu'on peut héberger. Et donc, on doit faire un choix. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de connecteurs qui sont développés, maintenus par la communauté, mais qui ne sont pas contenus dans le binaire par défaut et donc qui sont disponibles via des repositories tels que Maven, où il est possible de les télécharger. Je pense par exemple à Snowflake. C'est pas un ensemble de connecteurs qui est disponible par défaut, mais qui peuvent être téléchargés depuis Maven. Donc ça, c'est vraiment côté communautaire. Et ensuite, il y a énormément d'entreprises ou de personnes individuelles qui développent des connecteurs qui sont soit disponibles via, on va dire, des versions payantes telles que Cloudera. Cloudera, par exemple, va avoir un certain nombre de connecteurs qui sont uniquement disponibles pour les clients Cloudera. Mais il y a aussi énormément de connecteurs qui sont disponibles sur des repositories GitHub publics, mais qui sont extrêmement spécifiques et qui ne sont donc pas inclus par défaut côté Apache NiFi. Et donc là, il y en a énormément. Là, je vois par exemple HL7, je crois que c'est un connecteur lié au domaine de la santé. C'est ultra spécifique et peut-être même très américain d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement des connecteurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont d'ailleurs utilisés par la communauté. Mais effectivement, c'est très spécifique au monde de la santé. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Très clair. Donc voilà, et donc effectivement, gros nettoyage de printemps. Donc j'en profite pour le mentionner, le préciser s'il y a des personnes qui vont faire le passage de NiFi 1 vers NiFi 2, bien faire attention à ce que tous les connecteurs qui sont utilisés dans vos flows actuels soient toujours bien disponibles côté NiFi 2.
Donc ça, c'est aussi quelque chose chez Cloudera sur lequel on s'attache, c'est de faciliter les upgrades de façon à ce que ce soit le moins impactant possible sur les use cases qui sont d'ores et déjà développés. Mais si on est sur un usage de la version open source, bien être vigilant à ça, parce qu'il y a énormément de connecteurs qui disparaissent au profit de soit parce que voilà, ils sont pas maintenus et on veut pas se les trimballer et introduire des vulnérabilités, soit parce qu'il y a de nouvelles versions qui sont disponibles et qui sont plus performantes. D'accord, très clair. Très très rapidement, parce que c'est pas forcément un point super important, et puis j'en ai déjà parlé un peu. Généralement, il n'est pas forcément connu que le projet Apache NiFi vient avec un certain nombre de sous-projets. Donc j'en ai déjà parlé, il y a les agents MiNiFi qui sont extrêmement utilisés. On a des clients avec plusieurs centaines de milliers d'agents MiNiFi déployés, donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé à grande échelle. On a une version Java, une version C++, qui permettent de collecter la donnée au plus près de là où la donnée est générée. NiFi Registry, c'est une sorte de Jenkins / Git, mais en tout cas pour répondre à tout ce qui est besoin de CI/CD autour de NiFi et des assets qui sont développés dans NiFi. Donc aussi bien les flows, donc vraiment designer le flow qui va définir où est-ce qu'on collecte la donnée, comment on la transforme et où est-ce qu'on l'envoie. Et aussi, comme je disais au préalable, NiFi, c'est un framework, donc quasiment tous les utilisateurs de NiFi, en tout cas une très grosse partie des utilisateurs de NiFi, à un moment ou un autre, vont développer leurs propres composants et manager le déploiement de ces composants sur différents environnements. Si on est en dev, pré-prod, prod, tout ça, ça peut nécessiter un certain nombre de mécanismes à être mis en place, et NiFi Registry aide avec ça. Le NiFi C2 Server, c'est vraiment spécifique aux MiNiFi, aux agents MiNiFi, afin de mettre à disposition les flows qui doivent être exécutés par les agents depuis ce C2 Server. Et puis ça permet aussi un certain nombre d'autres opérations pour gérer les agents et les monitorer. Et ensuite, NiFi FDS, c'est vraiment juste de l'UI pour avoir une librairie qui est, on va dire, consistante à travers les différents projets les différents projets Apache NiFi. D'accord. Il y a un très gros effort qui est fait à l'heure actuelle sur NiFi 2 pour un très gros refresh de tout ce qui est l'UI NiFi. Donc, il va y avoir ça change pas l'UX, mais il y a un look and feel qui sera un peu différent avec NiFi 2. Ça fait partie des choses qui sont en grosse discussion là à l'heure actuelle. D'accord. Quelques nombres. Alors, de tous les projets Apache, c'est clairement pas le plus connu avec le plus grand nombre de membres, etc. Il y a des projets Apache que tout le monde connaît qui sont bien plus, on va dire, connus et utilisés par un grand nombre d'entreprises. Néanmoins, Apache NiFi fait partie des projets les plus actifs dans la fondation Apache. Donc, historiquement, le moyen de communiquer, c'est les mailing lists, mais depuis quelques années maintenant, on pousse sur Slack. On a un environnement Slack pour Apache NiFi qui est on pourra donner le lien en commentaire pour les gens qui souhaitent le rejoindre, mais sinon le lien est disponible via le site Apache NiFi. On a un peu plus de 3200 personnes aujourd'hui sur ce Slack. C'est le moyen de communication numéro 1 aujourd'hui dans la communauté. En termes de contributeurs de code, on est à plus de 500 personnes. En fonction des années et on va dire, des moments, on a des grosses entreprises qui vont contribuer à NiFi. Ça change, ça fluctue en termes, en fonction des besoins, etc. Mais on a plus de 500 contributeurs NiFi. Et parmi ceux-là, on a aujourd'hui 66 committeurs. Donc, un committeur, c'est vraiment une personne qui a les droits en écriture sur le repository et donc qui peut faire une review d'une pull request et committer le code dans Apache NiFi. D'accord. En termes de version, la dernière version actuelle, c'est 1.26 qu'on a sorti la semaine dernière. Et il faut que je m'occupe d'une 1.26.1
parce qu'il y a un petit souci qui a été repéré après malheureusement le vote de la 1.26. Donc il faut que je m'occupe de ça cette semaine. On a quelques soucis sur des processeurs Azure, donc il faut que je m'occupe de ça. Et sinon, il y a le vote en cours pour la 2.0 M3, donc le M est pour le milestone. Donc en gros, milestone 1, on pourrait dire que c'était une version alpha, milestone 2, bêta, milestone 3, etc. etc. Ce sera la dernière probablement milestone release avant qu'on ait la release officielle de NiFi 2.0 qui devrait arriver d'ici, je pense, un mois ou deux. Mais le vote est en cours pour la M3. Et ensuite, on met à disposition une image Docker qui est probablement le moyen le plus facile de démarrer et de tester NiFi très rapidement sur son laptop. Et alors, j'ai pas regardé le dernier chiffre, mais bon, plus de 15 millions de téléchargements. Ouais, ça parle. Et j'imagine que les étapes de test sont gigantesques parce que NiFi est au milieu d'un écosystème extrêmement dense et varié. Et puis, je pense que tester, pré-tester tout en avance, c'est impossible. Ouais, alors tout à fait. Alors c'est effectivement quelque chose qui arrive assez régulièrement. Alors on a la chance d'avoir une communauté qui est extrêmement active et participative dans les releases et de donner du feedback très rapidement lorsqu'il y a une nouvelle version, etc. Donc c'est là où ça permet de se rendre compte très rapidement si jamais il y a quelque chose qui ne va pas et de corriger le problème très rapidement. Mais effectivement, alors NiFi contient énormément de tests unitaires, de systèmes, de tests d'intégration, de tests système, etc. Donc il y a énormément de tests. Néanmoins, effectivement, on ne peut pas simuler absolument tous les Voilà. systèmes avec lesquels on se connecte. C'est clair. C'est tout simplement impossible. Et donc, effectivement, lorsqu'il y a un vote pour une nouvelle release, on a ce qu'on appelle une release candidate qui est disponible au vote pour 72 heures, généralement, 3 jours. Et donc, les gens sont invités à tester et à participer et à vérifier que tout fonctionne pour leurs besoins, leurs cas d'usage, etc. Mais effectivement, 3 jours, ça laisse pas forcément le temps à tout le monde de tester absolument tout. Et donc là, c'est par exemple ce qui s'est passé ici avec la 1.26, où on s'est rendu compte que pour un cas d'usage spécifique Azure, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le souhaite. Donc, on va faire une 1.26.1. Et c'est souvent, alors, c'est juste pour la petite parenthèse, mais c'est souvent lié à des upgrades, des changements de version sur les librairies clientes sur lesquelles on s'appuie. C'est ce que je disais un peu avant, c'est qu'on essaye toujours d'être sur les dernières versions parce qu'on a vraiment un très gros focus sur la sécurité et sur la non-introduction de vulnérabilité. Donc, on essaye vraiment toujours d'être à jour sur les dernières versions. Et le fait est que des fois, malheureusement, on va très vite et il s'avère qu'un problème est trouvé dans la librairie cliente et que du coup, côté client, donc là en l'occurrence Azure, Microsoft, ils ont fait une release d'une nouvelle version pour corriger leurs problèmes, mais leurs problèmes qui étaient inclus, du coup, nous impactent nous et donc il faut qu'on rattrape le coup, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'assez assez fréquent. On essaye toujours d'être sur les dernières versions, mais bon, malheureusement, voilà, il y a un effet domino qui fait que si un problème est repéré sur une version cliente sur laquelle on est passé, il faut qu'on attende la version suivante pour que nous-mêmes, on puisse l'avoir de notre côté et faire une version de notre côté. Donc, ça paraît logique. Un effet domino. Ok. Voilà, donc bon, tout ça c'était un peu pour une introduction. Maintenant, comme je disais, NiFi 2, c'est vraiment le gros sujet. Et il y a énormément de choses qui se passent dans la communauté, aussi bien côté open source que côté Cloudera. Donc j'ai ce slide-là pour parler un peu de toutes ces choses qui sont en train de se passer. Et je vais essayer de couvrir ça assez rapidement. Pareil, comme on l'a dit plus tôt, chacun de ces sujets mériterait probablement leur propre session. Donc au plaisir pour parler plus dans les détails de ces choses-là. Donc le premier aspect, le premier point qui est extrêmement important, c'est NiFi sur Kubernetes. Il y a vraiment un focus qui est fait là-dessus. Le fait de faire tourner NiFi sur Kubernetes a énormément d'avantages.
Bon, l'autoscaling, bien entendu, c'est généralement quelque chose d'assez assez classique, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles faire tourner NiFi sur Kubernetes est extrêmement intéressant. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'isolation de ressources, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nos plus gros clients qui ont énormément de cas d'usage qui tournent sur NiFi. Le fait est que si on fait tourner énormément de cas d'usage sur le même NiFi et qu'il y a un use case qui commence à faire n'importe quoi en termes d'utilisation des ressources, il va y avoir un impact sur les autres use cases. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Avant qu'on ait NiFi sur Kubernetes, généralement, la réponse assez classique, c'était OK, on va avoir plusieurs clusters NiFi et on va isoler les use cases les plus critiques sur leur propre cluster, etc. Donc, on a des clients qui ont plusieurs dizaines de clusters NiFi et après, ça, dans chaque niveau d'environnement, donc dev, pré-prod, prod, donc on arrive à des niveaux de management et d'opération assez conséquents. Donc, vraiment, déployer NiFi sur Kubernetes fait énormément de sens dans ces cas. Ça rend les choses aussi plus simples sur le monitoring. Et quelque chose qui arrive avec NiFi 2.0, c'est le support pour les rolling upgrades. Aujourd'hui, si on est sur du NiFi 1, si on veut faire un upgrade de version NiFi, on va dire NiFi 1.25 vers NiFi 1.26, il faut arrêter NiFi, faire les changements qui vont bien, redémarrer. Ça va vite, ça peut être fait en l'espace d'1 minute, 2 minutes, mais pour certains use cases où NiFi va être en écoute de clients qui vont pousser de la donnée dans NiFi, c'est quelque chose assez classique, notamment pour tout ce qui est collection de logs. Donc, par exemple, NiFi va être en écoute de syslog et on va avoir des clients syslog qui vont pousser la donnée dans NiFi. Dans ces cas-là, vu que NiFi est le listener, si on arrête NiFi, ça veut dire que les clients vont avoir des erreurs quand ils essaient de pousser la donnée. Ouais. Donc, c'est typiquement ce cas d'usage où on veut supporter les rolling upgrades pour limiter les impacts au maximum. Voilà. Donc, NiFi sur Kubernetes, énorme focus. Quelque chose aussi qui arrive avec NiFi 2, c'est on supprime le besoin d'avoir Zookeeper. On utilise Zookeeper pour NiFi dès qu'on a un cluster NiFi pour deux choses. Les élections au début quand NiFi démarre pour élire ce qu'on appelle le primary node et le cluster coordinator. Donc, c'est des rôles pour certains nœuds NiFi au sein du cluster pour gérer un certain nombre de choses. Donc, on utilisait Zookeeper. Et puis ensuite, pour tout ce qui était sauvegarde d'état, du state management, et tout ça, c'est supprimé. On n'a plus besoin de Zookeeper et on s'appuie directement sur Kubernetes pour gérer ça. Donc, ça rend les déploiements plus simples et plus légers. Ça a du sens, tout ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Le deuxième sujet extrêmement important qui arrive avec NiFi 2, c'est l'API Python. Aujourd'hui, si on veut développer des composants dans NiFi, pour développer ses propres composants, c'est Java et tous les langages, on va dire, associés JVM. Donc ça peut être du Groovy, ça peut être du Scala, etc. Dans NiFi, on a aussi ce qu'on appelle les scripted components, où c'est des composants qu'on peut amener dans NiFi et taper son code, du JavaScript, du Groovy. Il y avait ce qu'on appelait du JSON, donc c'est un type de Python, mais qui va être compilé en Java, donc c'était assez limité sur ce qu'il était possible de faire. Voilà, il y avait un certain nombre il y a du Lua, il y a d'autres langages, j'ai pas la liste complète en tête, qui étaient supportés, mais vraiment, c'était une option sympa, mais pas forcément super facile à gérer. Et donc, au final, les gens avaient tendance à dire, OK, si j'ai besoin de composants custom, de développer mes propres composants, je vais plutôt les développer en Java. C'est bien, mais bon, tout le monde n'est pas développeur Java. Et donc là, maintenant, avec NiFi 2, il est possible de développer ses propres composants en utilisant Python, ce qui est vraiment un gros changement et quelque chose qui est vraiment très attendu par énormément d'utilisateurs de NiFi. Et ça réduit un peu le gap entre les data engineers et les data scientists, où on avait un peu ce gap, moi je le vois chez très gros clients, où les data engineers étaient, on va dire, chargés par les data scientists de dire ok, collecte-moi cette donnée et mets-la moi à disposition à cet endroit. Puis ensuite, une fois que ça s'était fait, le data scientist était ok, maintenant je peux gérer ma donnée, etc. Bon, voilà, on bridge un peu le gap et ces deux équipes qui avaient tendance à avoir un peu des zones de friction pourraient maintenant travailler ensemble plus facilement, en tout cas
être tous les deux acteurs sur NiFi. D'accord. C'est vrai que Python est très à la mode dans la data engineering, largement utilisé, donc je pense que c'est une bonne option, absolument. Ouais, exactement. Et donc, un des use cases extrêmement, on va dire, à la mode où Python est indispensable, c'est tout ce qui est GenAI. Donc, effectivement, avec NiFi 2, il y a énormément de focus qui est fait sur tous les use cases orientés GenAI, LLM, etc., pour les architectures RAG, etc. Donc, ça, c'est vraiment un truc classique. J'en parlerai dans le slide suivant très rapidement. Un autre aspect extrêmement important dans NiFi, et pareil, je ne rentrerai pas trop dans les détails techniques, c'est ce qu'on appelle stateless. Stateless, c'est une façon de faire tourner les flows dans NiFi avec, on va dire, le framework NiFi va exécuter le flow d'une manière un peu différente et va considérer le flow de son début, dans son intégralité, de son début à la fin, comme une transaction unique. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, mais ça, c'est quelque chose qui est disponible dans NiFi depuis quelques années, mais qui n'était pas forcément super facile d'accès. Il fallait être plutôt, on va dire, advanced. Et maintenant, c'est rendu beaucoup plus facile d'utilisation puisqu'on peut l'activer directement très rapidement dans NiFi au niveau de l'IHM. Typiquement, le genre de use case où c'est extrêmement utile, ça va être tout ce qui est Change Data Capture, donc CDC, ou tout ce qui est Exactly Once, avec tout ce qui est message broker tel que Kafka, MQTT, JMS, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive avec NiFi 2 et bien mieux supporté que ce qu'on pouvait avoir dans NiFi 1. Et tout ce qui est Change Data Capture, c'est quelque chose qui est un peu spécifique à Cloudera puisqu'on propose tout un éventail de processeurs dans NiFi pour du CDC qui sont basés sur le projet Debezium. D'accord. Et enfin, très rapidement, quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur, le Rules Engine et Flow Library. Donc, très rapidement, moi, en tant que Product Manager chez Cloudera, je le vois. Généralement, le souci numéro 1 qu'on voit, c'est qu'il y a un certain learning curve au début de NiFi qui n'est pas forcément simple. Et on n'est pas forcément au courant de tout ce qui est best practice, etc. Et pour développer un cas d'usage en particulier, il peut y avoir 5-6 façons différentes de le faire, tellement il y a de processeurs disponibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un problème, puisque les développeurs dans NiFi vont potentiellement pas prendre la bonne option dès le départ. Et bien que tout fonctionne parfaitement, lorsqu'il va falloir scaler ou lorsqu'il va falloir gérer énormément plus de use cases sur les mêmes instances, etc., on va très rapidement avoir des problèmes. Et donc, au final, moi, personnellement, je passe énormément de mon temps avec des clients à faire de la revue de flow, comment ils ont designé leur flow, et de donner du feedback là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'adresser avec ce Rules Engine, c'est de donner du feedback directement dans l'IHM NiFi en définissant ce qu'on appelle des règles pour donner du feedback en temps réel sur tout ce qui est best practice et dire au développeur, lorsqu'il est en train de designer son flow, ce que tu es en train de faire, c'est peut-être pas forcément la manière la plus optimale. Tu devrais peut-être considérer ça. Et aussi pour certains clients, pas seulement s'arrêter à des recommandations, mais aussi bloquer des flows s'ils ne suivent pas les bonnes pratiques pour éviter, comme je disais plus tôt, du side effect sur d'autres use cases. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer. Et enfin, Library de Flow, c'est fournir une bibliothèque de flow qui couvre les use cases les plus classiques qu'on voit, que ce soit dans la communauté ou à travers nos clients, et drag and drop le flow, et on a un flow qui répond à un cas d'usage, et on est d'ores et déjà avec un flow end-to-end qui répond au cas d'usage, et on n'a plus qu'à l'adapter pour répondre à nos besoins spécifiques. Donc vraiment, être up and running sur des cas d'usage de manière extrêmement rapide. Donc des templates préfabriqués, des wizards, des assistants, des plus musclés. Exactement, tout à fait. Très bien. Voilà. Et pour rentrer dans le temps qui m'a été imparti, parce que je vois le chrono défiler, un dernier slide très rapide pour juste faire un petit point de focus un peu plus rapide sur l'API Python et tout ce qui est LLM et architecture RAG, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce slide est probablement
quelque chose qui a été vu maintes et maintes fois si vous avez regardé des blog posts LLM, etc. Mais vraiment, faire un focus sur la partie en bas à gauche qui est vraiment orientée NiFi. Et c'est vraiment là où je pense que c'est intéressant de bien voir la puissance que NiFi peut avoir. C'est que on a un flow, qui est on va acquérir la donnée, on va splitter cette donnée en fonction des besoins qui sont nécessaires pour notre chatbot. Je rentre pas dans les détails techniques, mais vraiment, voilà, on a du splitting à faire sur les données. Si on a un document PDF de 100 pages, on ne va pas pousser ce document PDF de 100 pages directement dans la base de données sur laquelle le chatbot va s'appuyer. Il va falloir splitter. Est-ce que ça va être par page? Est-ce que ça va être par paragraphe? Est-ce que ça va être par chapitre? Voilà, il peut y avoir énormément de stratégies de chunking. Ensuite, on va pousser ces chunks dans généralement une base de données de type document. Ensuite, on va calculer les vecteurs, les embeddings sur ces splits. Et ça, il y a énormément d'algorithmes d'embedding qui existent, modèles d'embedding, embedding models. Et donc, NiFi donnera cette possibilité très facilement, très simplement de switcher d'un modèle à un autre, que ce soit un modèle d'embedding d'OpenAI, de Hugging Face, ceux qui sont proposés par Cloudera via Cloudera Machine Learning ou d'autres solutions. Et ensuite, pousser ces vecteurs dans les bases de données vectorielles, que ce soit du Pinecone, Milvus, Postgres, Solar, OpenAI, etc., etc. Et là, c'est pareil. C'est que ensuite, une fois qu'on a tout ça, on veut appeler les LLM qui sont exposés avec ce contexte enrichi, le prompt enrichi. Mais là, c'est pareil, lorsqu'on envoie notre question à un LLM qui est exposé par OpenAI, on veut potentiellement très rapidement comparer des versions de modèles de LLM ou avoir celui qui est exposé par OpenAI, mais celui aussi qui est exposé par Cloudera Machine Learning, parce qu'on fait tourner aussi les choses on-prem dans un modèle air-gapped Cloudera, parce qu'on ne veut pas envoyer nos données dans une solution SaaS américaine, etc. Et donc ça, NiFi va, par ce drag and drop, permettre extrêmement facilement de switcher entre les LLM, les solutions, et de comparer les résultats. Et voilà, en temps réel, alors qu'on fait de l'acquisition de données en temps réel pour des chatbots, puisque généralement c'est un cas d'usage assez classique, pouvoir comparer les choses et changer les choses en temps réel de manière très simple. C'est un super sujet d'actualité et je rappelle que alors on a décidé de pas faire de démo là aujourd'hui parce que tu fais un workshop la semaine prochaine. Tout à fait. C'est un workshop européen organisé par Cloudera où tu vas montrer entre autres cela. Ouais, on peut donner les liens, on donnera les liens avec la vidéo, mais effectivement, mardi 21, semaine prochaine, 11h midi, un webinar où je parlerai de toutes les nouveautés NiFi 2, NiFi sur Kubernetes, mais aussi tout ce qui est GenAI, et je ferai effectivement des démos sur ce dont je viens de parler. Bon, super. Merci Pierre pour cet éclairage. On mettra tous les liens pour permettre à un plus grand nombre d'accéder à ce workshop. Mais en tout cas, voilà, merci encore. Merci à toi. J'ai plein de sujets en tête déjà, avec tout ce que tu m'as dit. Voilà, ça fait ping-pong là. Ça y est, j'ai bien. On a fait 20 minutes plus court que la dernière fois, mais comme tu disais, moi, si tu me lances sur NiFi, je peux parler pendant des heures. Donc, au plaisir de parler sur d'autres sujets. Génial. Mais en tout cas, voilà, merci pour ça. On a déjà quelques sujets en stock et avec plaisir pour faire une V2 où on fera un zoom particulier sur des features. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Pierre, à très bientôt. Merci, au revoir.